Ma fille ayant rasé la tête de sa sœur pendant son sommeil la nuit précédant le bal de promo a été la meilleure chose qu'elle ait jamais faite. Je me suis réveillée au cri perçant de ma fille adolescente, Chloé. J'ai couru dans sa chambre et n'en croyais pas mes yeux. Elle était complètement chauve, ses cheveux blonds éparpillés sur sa tête d'oreiller. Elle sanglotait, me disant que sa petite sœur, Léa, avait dû lui raser la tête pendant qu'elle dormait. Elle a trébuché jusqu'au miroir de la salle de bain et s'est mise à crier encore plus fort en voyant son reflet. Le bal de promo était dans 8 heures et elle était censée être une favorite pour la reine. Maintenant, tout était ruiné. Où est Léa, ai-je demandé, et mon mari l'a trouvée assise sur son propre lit dans son pyjama licorne, son rasoir électrique sur sa table de chevet. Léa, qu'as-tu fait, ai-je demandé, essayant de ne pas crier pendant que Chloé sanglotait dans la salle de bain. Je devais l'empêcher d'aller au bal, a dit Léa de cette petite voix qu'elle utilise quand elle sait qu'elle est en difficulté mais pense avoir fait la bonne chose. C'était ma petite fille qui se glissait encore dans le lit de Chloé pendant les orages. La même petite fille à qui Chloé avait appris à faire du vélo l'été dernier. Celle qui suivait sa grande sœur partout, posant des questions sans fin sur tout. Je ne pouvais pas croire qu'elle saboterait la grande soirée de sa sœur comme ça. Avant que je puisse répondre, la sonnette a retenti. Thomas, le petit ami de Chloé, est entré comme il le faisait toujours le samedi matin. Il est monté à l'étage en parlant des couleurs de la boutonnière et s'est arrêté net en voyant la tête chauve de Chloé. « Qu'est-ce que le diable a fait à tes cheveux ?» a-t-il demandé, puis il a rapidement réarrangé son visage pour montrer de l'inquiétude. « Bébé, ne pleure pas. On peut arranger ça. Peut-être te prendre une jolie perruque. Tu seras toujours la plus jolie fille là-bas. » Chloé pleurait encore plus fort maintenant. Thomas l'a tiré contre lui tout en me regardant d'un air accusateur comme si c'était ma faute. Est-ce Léa qui a fait ça? J'ai toujours dit que cet enfant était bizarre. C'est un vrai poison, Madame Dubois. Léa est apparue dans l'embrasure de la porte de la salle de bain, toujours dans son pyjama licorne. Je lui ai coupé tous ses cheveux pour qu'elle ne puisse pas aller au bal avec toi parce que tu es méchant avec elle. Léa! Ai-je crié. Mais elle a continué à parler de cette voix d'enfant déterminée. Tu fais mal à ma sœur tout le temps. Je vois les marques violettes sur ses bras là où tu l'as saisie trop fort. La salle de bain est devenue silencieuse. Thomas a ri, mais ça sonnait forcé. Les enfants inventent des histoires folles, Madame Dubois. Dis-lui, Chloé. Dis à ta maman comme je suis bon avec toi. Chloé ne regardait personne. J'ai senti de la glace se répandre dans ma poitrine. J'ai pris des photos sur le téléphone de maman quand Chloé dormait, a dit Léa, sa voix devenant plus forte. Tu la pousses contre les murs. Tu lui frappes le ventre là où personne ne peut voir. Puis tu lui achètes des cadeaux après pour qu'elle ne dise rien. J'ai sorti mon téléphone d'une main tremblante et j'ai ouvert mes photos. Elles étaient là. Des gros plans des bras de Chloé avec des ecchymoses en forme de doigts. Ses côtes avec des marques violettes foncées. J'ai senti mon estomac se tordre. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. Chloé, est-ce vrai? Le visage de Thomas devenait rouge. Ça pourrait être n'importe quoi. Elle fait du sport. C'est insensé. J'ai dépensé des centaines d'euros pour elle. Je l'emmène au bal dans une limousine. Mon mari est apparu dans l'embrasure de la porte. Tout son corps était tendu alors qu'il regardait par-dessus mon épaule les photos sur mon téléphone. Chloé, mon amour, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ai-je demandé. Ma voix se brisait complètement. La prise de Thomas sur Chloé s'est resserrée visiblement. Nous partons tout de suite. C'est complètement ridicule. Habille-toi, Chloé. Elle ne peut aller nulle part si elle a trop honte de ses cheveux, a dit Léa simplement. C'est pourquoi je lui ai tout rasé pendant qu'elle dormait, pour qu'elle doive rester en sécurité à la maison. Thomas a essayé de changer de tactique. Sa voix est devenue artificiellement douce. Léa, parfois Chloé et moi, on joue un peu brusquement quand on s'amuse. Ce n'est pas de la maltraitance, c'est juste de la passion. Tu es trop jeune pour comprendre les choses de petit ami. Mon mari est entré complètement dans la salle de bain et a dit, lâche ma fille tout de suite. Mais alors tu as fait ça, monsieur, a dit Léa.
Tout le monde s'est tourné pour la regarder à nouveau. Elle a sorti son petit magnétophone rose qu'elle utilisait pour faire des émissions de radio imaginaire et a appuyé sur lecture. La voix de Thomas est passée, minuscule mais claire. Elle a dit que c'était d'hier quand il attendait dans notre salon que Chloé se prépare. Oui, demain soir après le bal. Sa voix a retenti. Je vais la saouler complètement à l'after-party de Julien et m'assurer qu'elle ne puisse pas dire non cette fois-ci. J'ai déjà le truc à mettre dans sa boisson de la part de mon frère. Il est temps de verrouiller ça avant la fac. Tu sais, rien ne garde une fille comme la mettre enceinte. J'ai eu l'impression que j'allais vomir là, sur les carreaux de la salle de bain. Chloé a fait un horrible son d'animal blessé. Elle a essayé de se dégager de Thomas, mais il l'a tenu plus fort. C'est faux, a dit Thomas. La sueur lui coulait sur le visage maintenant. Vous êtes tous fous. Ce n'est même pas ma voix. Toute cette famille est folle. Tu allais mettre quelque chose dans la boisson de ma fille, ai-je murmuré. Tout mon corps tremblait d'une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. Tu allais agresser mon bébé? Thomas a finalement lâché Chloé. Il a commencé à reculer vers la porte, mais mon mari s'est déplacé plus vite. Il a bloqué la seule sortie avec tout son corps. Je pouvais voir les muscles de sa mâchoire se contracter alors qu'il fixait ce garçon qui faisait du mal à notre fille depuis on ne sait combien de temps. Tu ne veux pas faire ça, a dit Thomas. Il essayait d'avoir l'air menaçant, mais sa voix s'est brisée comme l'enfant qu'il était vraiment. Mon père est avocat. Tu me touches et je ruine toute ta famille. Mon mari a fait un autre pas en avant. Thomas s'est pressé contre le mur, cherchant une autre issue. Mais Thomas a soudainement cessé de paniquer, a regardé mon mari et a dit de la voix la plus froide que j'ai jamais entendue, « Je ne pense vraiment pas que vous vouliez faire ça, monsieur Dubois. Et je pense que vous savez pourquoi. » Le visage de mon mari s'est décomposé. La couleur a fui sa peau et ses mains ont commencé à trembler tandis que Thomas se tenait là avec ce sourire suffisant. Je pouvais voir tout le corps de mon mari se raidir, et quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Thomas savait quelque chose, et quoi que ce fût, ça effrayait mon mari. La salle de bain semblait bien trop petite avec nous tous entassés là, et j'entendais la respiration rauque de Chloé derrière moi. Mon mari a fait un pas en arrière, et le sourire de Thomas s'est élargi. Je me suis glissée entre eux et j'ai sorti mon téléphone d'une main tremblante. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement et je l'ai tenu en l'air pour que Thomas puisse voir le voyant rouge clignoter. Ma voix est sortie plus ferme que je ne me sentais quand je lui ai dit de quitter notre maison tout de suite où j'appelais le 17. Thomas a juste ri et a dit que son père nous détruirait pour ça. Il a dit que nous n'avions aucune idée à qui nous nous attaquions. Puis il a bousculé mon mari assez fort pour le faire trébucher contre le mur. J'ai continué à enregistrer pendant que Thomas descendait les escaliers, s'assurant de faire tomber les photos de famille du mur en passant. Mon mari l'a suivi en bas pendant que je restais avec les filles qui pleuraient toutes les deux maintenant. J'ai entendu Thomas crier quelque chose à propos d'avocat et de procès d'en bas. La porte d'entrée a claqué si fort que toute la maison a tremblé, puis le moteur de sa voiture a rugi à l'extérieur. Ses pneus ont crissé alors qu'il dérapait de notre allée, allant bien trop vite pour notre rue tranquille. Mon mari est remonté à l'étage et son visage était toujours blanc comme un drap. Il nous a regardés tous debout dans la salle de bain et a dit que nous devrions aller dans la chambre parentale pour parler. Nous avons tous suivi le couloir et sommes entrés dans ma chambre où mon mari a fermé la porte à clé derrière nous. Chloé était assise sur le lit, toujours en pyjama, sa tête chauve reflétant la lumière du matin de la fenêtre. Léa est montée à côté de sa sœur et lui a pris la main. Je me suis tenue là, regardant mon mari et lui et demandé de savoir ce que Thomas avait contre lui. Mon mari s'est assis lourdement sur le bord du lit et a mis sa tête dans ses mains. Après un long moment, il a levé les yeux et nous a dit qu'il y a 2 semaines, il avait vu des ecchymoses sur le poignet de Chloé au dîner. Il a dit qu'il était allé au collège le lendemain pour affronter Thomas à ce sujet. Il a trouvé Thomas sur le parking après l'entraînement de football et l'a attrapé par le maillot. Il a admis qu'il avait poussé Thomas contre sa voiture et lui avait dit que s'il touchait encore Chloé, il le tuerait. Thomas avait enregistré toute la scène sur son téléphone, y compris la menace. La voix de mon mari était lourde de honte alors qu'il expliquait comment Thomas lui avait fait jouer la vidéo là, sur place.
Il a dit que Thomas lui avait dit que s'il s'en mêlait encore, il l'enverrait à la police et porterait plainte pour agression. La colère a bouillonné dans ma poitrine, se mélangeant à la peur jusqu'à ce que j'ai l'impression que j'allais exploser. J'ai dit à mon mari que nous devions appeler la police tout de suite pour tout, la maltraitance et le plan de drogue et tout le reste. Mon mari a hoché la tête, mais a dit qu'il craignait que l'enregistrement de Thomas ne soit utilisé contre lui. Il a dit que le père de Thomas était vraiment un avocat, et un avocat redoutable. Chloé a commencé à sangloter plus fort et a dit qu'elle ne voulait pas que son père ait des ennuis à cause d'elle. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était de sa faute si elle était sortie avec Thomas en premier lieu. Léa s'est glissée sur les genoux de sa sœur et a enroulé ses petits bras autour du cou de Chloé. Elle a dit à Chloé de sa petite voix sérieuse que rien de tout cela n'était sa faute. Elle a dit, les mauvaises personnes font de mauvaises choses et c'est de leur faute, pas celle des personnes qu'elles blessent. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de la police non urgente pendant que ma famille se blottissait sur le lit. La standardiste a répondu et j'ai expliqué que nous devions signaler de la violence domestique et une agression planifiée. Ma voix tremblait en lui parlant des ecchymoses et de l'enregistrement de Thomas planifiant de droguer ma fille. Elle a dit qu'elle enverrait un agent pour prendre nos dépositions et a demandé si nous étions en sécurité pour le moment. Je lui ai dit oui, mais que le garçon venait de partir en proférant des menaces. Elle a dit de rester à l'intérieur, les portes verrouillées, jusqu'à l'arrivée des agents. Pendant que nous attendions, j'ai demandé à Chloé de me montrer son téléphone avec les messages de Thomas. Elle l'a déverrouillé avec des doigts tremblants et me l'a tendu. Les SMS étaient tous là, remontant à des mois. Des messages où il lui disait quoi porter et à qui elle pouvait parler. Il y a quelque chose de vraiment étrange dans la façon dont Léa avait toutes ses preuves prêtes. Les photos sur le téléphone de maman, ce magnétophone avec la voix de Thomas. Je suis curieuse de savoir pourquoi une enfant de 8 ans recueillait secrètement des preuves comme une petite détective au lieu de simplement dire à ses parents ce qu'elle voyait arriver à sa sœur. Des excuses après l'avoir blessée ou il la blâmait de l'avoir mise tellement en colère. Des menaces sur ce qui se passerait si elle essayait de le quitter. Un message m'a retourné l'estomac où il disait qu'il s'assurerait que tout le monde au collège sache qu'elle ne valait rien si elle rompait avec lui. Un autre disait qu'il la possédait et qu'elle ferait mieux de s'en souvenir. Il y en avait des centaines et chacun me rendait plus malade que le précédent. J'ai commencé à prendre des captures d'écran de tout et à les envoyer sur mon propre téléphone comme preuve. Chloé me regardait, les larmes coulant sur son visage, et n'arrêtait pas de s'excuser. Mon mari l'a serrée contre lui et lui a dit qu'elle n'avait rien à regretter. Il a dit que nous aurions dû voir les signes et mieux la protéger. Léa a ajouté qu'elle essayait de nous le dire depuis des semaines, mais nous pensions qu'elle était juste jalouse de l'attention que Thomas recevait. J'ai de nouveau pris mon téléphone et j'ai dit à Chloé que je devais prendre des photos de toutes les ecchymoses pour les preuves. Elle a hoché la tête et a soulevé lentement son t-shirt, montrant des marques violettes foncées sur ses côtes qui me rendaient malade. J'ai pris photo après photo, m'assurant que chacune était claire et montrait la date. Elle s'est retournée et il y avait plus d'ecchymoses sur son dos, certaines jaunes et pâlissantes, d'autres fraîches et foncées. Mes mains tremblaient pendant que je documentais chacune d'elles pendant qu'elle se tenait là dans son soutien-gorge, regardant le sol. La sonnette a sonné 20 minutes plus tard et 2 agents sont montés dans la chambre après que je les ai laissés entrer. Je leur ai d'abord montré l'enregistrement de Léa, jouant la voix de Thomas parlant de droguer Chloé à la fête de Julien. Le visage du jeune agent s'est durci en écoutant, et il a demandé une copie immédiatement. Ils ont pris des notes pendant que Chloé leur montrait les ecchymoses, et j'ai fait défiler tous les messages textuels de contrôle sur son téléphone. Les agents ont appelé un détective et ont dit qu'il serait là dans l'heure puisque cela impliquait une agression planifiée et une mineure. Nous avons attendu en bas pendant qu'il passait des appels et remplissait des papiers. La détective Nora Gomez est arrivée 45 minutes plus tard, vêtue d'un jean et d'un blazer, comme si elle avait été appelée pendant son jour de congé. Elle s'est présentée et a dit qu'elle était spécialisée dans ce genre d'affaires, puis elle a demandé à nous interroger chacun séparément. Elle a commencé par Chloé, la ramenant à l'étage dans sa chambre pendant que le reste d'entre nous attendait dans le salon. J'entendais leur voix, mais pas les mots, et cela a duré presque 1 heure. Quand ce fut mon tour, j'ai tout apporté à l'étage, mon téléphone avec les photos, le magnétophone de Léa, les captures d'écran que j'avais faites des messages de Thomas.
La détective Gomez a examiné chaque preuve attentivement et m'a dit que nous avions fait exactement ce qu'il fallait en documentant tout et en appelant tout de suite. Elle a posé des questions sur la famille de Thomas et je lui ai dit que son père était un avocat nommé Maître Julien Leclerc, qui avait un grand cabinet en centre-ville. Elle l'a noté et a demandé si Thomas nous avait déjà menacés avant aujourd'hui. Je lui ai parlé de ses propos selon lesquels il ruinerait notre famille si mon mari le touchait. Elle a ensuite interrogé mon mari et il a tout avoué concernant le fait d'avoir attrapé Thomas par le maillot il y a 2 semaines au collège. Il a expliqué qu'il avait vu des ecchymoses fraîches sur le poignet de Chloé et qu'il avait perdu son sang-froid, menaçant Thomas de rester loin d'elle. La détective Gomez a dit qu'elle comprenait l'instinct protecteur d'un père, et bien que ce ne fût pas idéal, elle noterait le contexte dans son rapport. Lorsqu'elle a interrogé Léa, notre petite fille s'est assise droite et a expliqué de sa voix sérieuse pourquoi elle avait rasé la tête de Chloé. Elle a dit qu'elle savait que c'était mal, mais qu'elle devait protéger sa sœur du mauvais petit ami qui allait la blesser encore plus au bal. La détective a même souri et a dit à Léa qu'elle était très courageuse d'avoir protégé sa sœur, même si couper les cheveux n'était pas la meilleure façon de le faire. La détective Gomez nous a recommandé d'emmener Chloé aux urgences immédiatement pour faire documenter ses blessures par le personnel médical. Elle m'a donné sa carte de visite et a dit qu'elle nous contacterait pour les prochaines étapes, qu'elle allait interroger Thomas et sa famille ensuite. Nous avons roulé jusqu'à l'hôpital en silence, sauf Léa qui demandait si elle allait en prison pour avoir coupé les cheveux de Chloé. Aux urgences, ils nous ont pris en charge rapidement quand j'ai expliqué que nous étions là pour des documents de violence domestique. La doctoresse était une femme qui parlait doucement à Chloé pendant qu'elle examinait chaque ecchymose, les mesurant avec une règle et faisant photographier tout par une infirmière. Chloé m'a serré la main fort quand ils ont posé des questions sur les ecchymoses au ventre, et elle a dû expliquer comment Thomas la frappait là pour que personne ne voie. Ils ont fait un examen complet et ont documenté 17 ecchymoses distinctes à différents stades de guérison. L'infirmière nous a donné des copies de tout pour nos dossiers et pour la police. Une assistante sociale est venue pendant que nous attendions les papiers de sortie, portant un dossier rempli de brochures sur les ressources en matière de violence domestique. Elle a expliqué que l'hôpital était légalement tenu de signaler cela aux autorités, ce que nous avions déjà fait, et nous a donné des références pour une thérapie et des groupes de soutien. Elle a parlé à Chloé de la planification de la sécurité et de ce qu'il fallait faire si Thomas essayait de la contacter. Nous étions en train de signer les papiers de sortie lorsque le téléphone de mon mari a sonné, et le nom de Maître Julien Leclerc est apparu sur l'écran. Mon mari a répondu et l'a mis sur haut-parleur sans rien dire. La voix de Julien était forte et en colère, disant que nous allions payer pour ces fausses accusations contre son fils, qu'il nous poursuivrait en justice pour tout ce que nous avions pour agression et diffamation. Les yeux de l'assistante sociale se sont écarquillés, et elle a attrapé son téléphone pour enregistrer, pendant que Julien continuait à rabaisser à quel point nous regretterions de nous être mêlés de sa famille. Mon mari a finalement dit que nous étions à l'hôpital pour documenter les abus de Thomas et a raccroché. L'assistante sociale a dit qu'elle ajouterait cet enregistrement au dossier comme preuve d'intimidation de témoins. Nous avons quitté l'hôpital vers midi et sommes rentrés à la maison en silence complet, sauf Léa qui demandait si Thomas allait en prison. Mon mari n'arrêtait pas de vérifier les rétroviseurs comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un nous suive. Lorsque nous avons tourné dans notre rue, je l'ai vu tout de suite. La voiture noire de Thomas était garée en face de notre maison, juste là, avec le moteur en marche. Mes mains ont commencé à trembler alors que j'attrapais mon téléphone et que je composais le numéro de la détective Gomez sur sa carte. Elle a répondu au 2e coup de fil et nous a dit de passer devant notre maison et de nous garer en sécurité pendant qu'elle envoyait une voiture de patrouille. Nous nous sommes garés sur le parking du supermarché à 2 pâtés de maison et avons attendu. 10 minutes plus tard, elle a rappelé pour dire que des agents étaient à notre maison et que nous pouvions rentrer chez nous. 2 voitures de police avaient bloqué Thomas quand nous sommes arrivés. Un agent était à sa fenêtre, écrivant quelque chose pendant que Thomas restait assis, les bras croisés, l'air en colère. L'agent est venu nous voir et nous a dit que Thomas affirmait qu'il passait juste par là, mais qu'il l'avait averti qu'il n'était pas autorisé près de notre propriété ni d'aucun membre de la famille. Ils ont pris des photos de sa voiture là et l'ont ajouté au dossier comme une violation. Thomas a démarré en trombe quand ils l'ont laissé partir, et les agents sont restés jusqu'à ce que nous soyons en sécurité à l'intérieur. Ce soir-là,
pendant que je préparais le dîner, mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne connaissais pas. C'était Mathilde Bertrand du bureau de la conseillère d'orientation du collège, qui demandait comment allait Chloé. Elle avait entendu ce qui s'était passé par un autre membre du personnel et voulait aider. Elle a dit qu'elle pouvait faire en sorte que Chloé reçoive ses devoirs à la maison afin qu'elle ne prenne pas de retard pendant qu'elle gérait tout. Je l'ai remerciée et j'ai dit que cela aiderait beaucoup car Chloé n'était pas encore prête à affronter tout le monde au collège. 1 heure plus tard, la détective Gomez a appelé avec une mise à jour. Elle avait retrouvé Julien et l'avait interrogé sur les plans de la fête après le bal. Julien est devenu très nerveux et a admis que Thomas lui avait demandé de s'assurer que les boissons de Chloé soient très fortes ce soir-là. Thomas avait également mentionné avoir obtenu quelque chose de spécial de son frère pour les y mettre. La détective a dit que Julien semblait effrayé et coopérait pleinement maintenant qu'il comprenait la gravité de la situation. Elle m'a également dit qu'elle avait enquêté sur le frère aîné de Thomas, Thibault Leclerc, qui avait 3 arrestations pour des affaires de drogue, y compris la vente de pilules à des jeunes au lycée professionnel. Elle travaillait avec un juge pour obtenir un mandat de perquisition du téléphone et de la voiture de Thomas pour des preuves. Le lendemain matin, une femme de la protection de l'enfance a appelé pour dire qu'il devait faire une visite à domicile puisque des mineurs étaient impliqués dans des violences domestiques. Mon estomac s'est serré même si je savais que nous n'avions rien fait de mal. Elle a fixé le rendez-vous pour le lendemain et a dit que c'était juste une procédure standard pour s'assurer que les enfants étaient en sécurité. Cette nuit a été horrible. Chaque voiture qui passait nous faisait sursauter. Mon mari s'est levé 3 fois pour vérifier les serrures de toutes les portes et fenêtres. Vers minuit, j'ai entendu des pleurs venant de la chambre de Chloé et j'ai trouvé les 2 filles dans son lit. Léa s'était glissée avec sa grande sœur et elles se serraient fort l'une contre l'autre. Le visage de Chloé était mouillé de larmes et Léa lui frottait le dos comme Chloé le faisait pour elle pendant les orages. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai lissé leurs cheveux jusqu'à ce qu'elles s'endorment toutes les 2. L'assistante sociale de la protection de l'enfance est arrivée pile à 9 heures le lendemain matin avec un presse-papier et un visage sérieux. Elle a interrogé chaque enfant séparément dans leur chambre pendant que mon mari et moi attendions dans la cuisine. Elle a passé presque 1 heure avec Chloé, lui posant des questions sur notre maison et si elle s'y sentait en sécurité. Ensuite, elle a parlé à Léa, qui lui a apparemment tout raconté sur la raison pour laquelle elle avait coupé les cheveux de Chloé et lui a montré la photo qu'elle avait prise. Quand elle a eu fini, l'assistante a même souri et a dit que nous gérions très bien la situation. Elle n'a trouvé aucune préoccupation concernant notre parentalité et a dit qu'elle était impressionnée par la façon dont les filles se protégeaient mutuellement. Elle nous a donné quelques brochures sur les traumatismes et les enfants avant de partir. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de quelqu'un du nom de Sabrina Leroy qui a dit qu'elle était une avocate des victimes chargée de nous aider. Elle a expliqué que nous pouvions demander une ordonnance de protection d'urgence pour éloigner Thomas légalement. Elle m'a guidée à travers tous les papiers par téléphone et a dit qu'elle nous aiderait à préparer tout avec nos preuves. Léa prenant des photos avant la coupe de cheveux montre de sérieuses compétences en planification pour quelqu'un de son âge. Cet enfant a pensé à 3 coups d'avance comme si elle jouait aux échecs pendant que tout le monde était bloqué aux dames. Nous avons passé 2 heures à examiner toutes les photos, les enregistrements et les documents de l'hôpital. Elle a dit que notre dossier était vraiment solide et qu'un juge l'accorderait probablement tout de suite. Le lendemain, une lettre certifiée est arrivée du cabinet d'avocat de maître Julien Leclerc. Mon mari l'a ouverte et son visage est devenu rouge en lisant. C'était 3 pages de menaces légales disant que nous avions agressé son fils et fait de fausses accusations qui nuisaient à sa réputation. Il y était dit que nous serions poursuivis en justice pour tout ce que nous avions si nous ne retirions pas les accusations immédiatement. Il mentionnait également l'incident où mon mari avait attrapé le maillot de Thomas au collège, disant que c'était une agression sur un mineur. Les mains de mon mari tremblaient alors qu'il prenait des photos de chaque page et les transmettait à la détective Gomez. Elle a rappelé en quelques minutes, disant que c'était une preuve parfaite d'intimidation de témoins et de documenter toute autre menace. Le lundi matin est arrivé trop vite et Chloé a dû retourner au collège en portant un bonnet pour couvrir sa tête chauve. Je l'ai conduite moi-même car elle était trop effrayée pour prendre le bus avec tout le monde qui la regardait. Le parking était déjà animé quand nous sommes arrivés et je pouvais voir des enfants pointer notre voiture à travers les fenêtres. Chloé m'a serré la main si fort que ça a fait mal alors que nous traversions les portes d'entrée ensemble.
Les chuchotements ont commencé tout de suite et j'ai entendu une fille dire quelque chose à propos de Chloé qui inventait tout pour attirer l'attention. Un autre groupe d'enfants s'est rapproché de nous et un garçon a dit à Chloé qu'il la croyait et que Thomas était un crétin. Quoi qu'il en soit, la proviseure attendait dans le bureau principal avec une femme que j'ai reconnue comme Mathilde Bertrand du département de conseil. Mathilde nous a emmenés dans son bureau et a sorti un nouvel emploi du temps pour Chloé qui avait des itinéraires différents à travers le bâtiment. Elle a expliqué que des agents de sécurité surveilleraient Thomas et qu'ils avaient changé le casier de Chloé dans un couloir complètement différent. Mathilde nous a guidés à travers le nouveau chemin vers chaque cour et a montré à Chloé une pièce sécurisée qu'elle pouvait utiliser si elle se sentait effrayée. Mon téléphone a sonné pendant que nous marchions et c'était la détective Gomez qui annonçait de nouvelles concernant le mandat de perquisition. Elle était allée à la voiture de Thomas ce matin-là avec d'autres agents et avait trouvé un petit sac en plastique glissé sous le siège conducteur. Les pilules à l'intérieur ressemblaient à du Rohypnol et il les envoyait d'urgence au laboratoire pour des tests, mais elle était assez sûre de ce qu'il trouverait. En moins de 2 heures, Thomas était menotté, sortant de sa maison sous le regard des voisins depuis leurs allées. La détective Gomez a rappelé pour dire qu'il était inculpé de possession de substances contrôlées et de complot en vue de commettre une agression sexuelle. Son père l'a fait sortir sous caution avant le dîner, mais au moins, il y avait maintenant un numéro de dossier officiel et de véritables accusations portées. 3 jours plus tard, nous étions assis dans une salle d'audience pour l'audience de l'ordonnance de protection d'urgence, Sabrina Leroy à nos côtés. J'ai dû me lever et tout raconter au juge sur les abus pendant que Chloé était assise, tremblante, sur sa chaise. Le juge a écouté l'enregistrement de Léa de Thomas planifiant de droguer Chloé, et son visage s'est durci à chaque mot. Il a interrogé mon mari sur le fait d'avoir attrapé le maillot de Thomas au collège, et mon mari a tout avoué, mais a expliqué qu'il protégeait sa fille. Le juge a dit qu'il comprenait la réaction d'un père et s'est concentré sur le schéma d'abus que Thomas avait montré pendant des mois. L'avocat de Thomas a essayé de soutenir que ce n'était qu'un drame adolescent exagéré, mais le juge n'y a pas cru. Il a accordé l'ordonnance restrictive temporaire sur le champ et a fixé des conditions strictes selon lesquelles Thomas ne pouvait pas s'approcher à moins de 150 mètres de Chloé. La semaine suivante, le collège a tenu sa propre audience disciplinaire concernant le comportement de Thomas sur le campus. Le proviseur a examiné toutes les preuves, y compris les accusations de possession de drogue et l'historique de comportement agressif de Thomas dans les couloirs. Ils l'ont immédiatement suspendu en attendant l'enquête criminelle et lui ont interdit l'accès à toutes les propriétés du collège, y compris la remise des diplômes. Le père de Thomas s'est levé en criant à propos de poursuites judiciaires, mais le conseil d'administration du collège n'a pas reculé du tout. Chloé a commencé à voir une thérapeute spécialisée dans l'aide aux adolescents qui avaient été blessés par leurs petits amis ou petites amies. Les premières séances, elle restait assise à pleurer et ne pouvait pas vraiment parler de ce qui lui était arrivé. La thérapeute a été patiente, cependant, et lentement Chloé a commencé à s'ouvrir sur la façon dont Thomas la faisait se sentir inutile. Elle a parlé d'avoir peur tout le temps et de ne jamais savoir ce qui le déclencherait ou le ferait l'attraper. La thérapeute l'a aidé à comprendre que rien de tout cela n'était de sa faute et que les agresseurs sont très doués pour faire croire aux victimes qu'elles le méritent. Toute notre famille a commencé à suivre une thérapie ensemble une fois par semaine pour comprendre comment s'entraider. La thérapeute a expliqué que Léa avait vu sa sœur en danger et avait pris la seule mesure à laquelle elle pouvait penser pour la protéger. Ce n'était pas la bonne façon de gérer les choses, mais cela venait d'un mélange d'amour et de peur dans le cerveau d'une enfant. Léa a dit à la thérapeute qu'elle avait vu Thomas faire du mal à Chloé pendant des mois et qu'elle se sentait si petite et impuissante face à cela. Elle a dit que couper les cheveux de Chloé était la seule façon qu'elle avait trouvé de garder sa sœur à la maison et en sécurité cette nuit-là. La thérapeute nous a tous aidés à comprendre que les familles confrontées à la maltraitance doivent apprendre de nouvelles façons de se parler. Nous avons pratiqué des conversations difficiles sur les sentiments sans que personne ne soit blâmé ou honteux de ce qu'ils traversaient. Chloé et Léa ont commencé à faire des exercices ensemble où elles pouvaient partager leur peur en toute sécurité avec des règles d'écoute. J'ai appris que je devais être attentive aux signes que j'avais manqués et créer un espace pour que mes enfants me disent tout. Mon mari a dû travailler sur sa culpabilité de ne pas avoir vu la maltraitance plus tôt et sa colère concernant l'incident de la chemise. La thérapeute a dit que le traumatisme affectait toute la famille, et que nous avions tous besoin de temps pour guérir de ce que Thomas nous avait fait.
Elle nous a donné des devoirs à faire entre les séances, comme écrire dans des journaux et faire des points familiaux tous les soirs au dîner. C'était un travail difficile, mais je pouvais voir mes filles recommencer à faire confiance et à se sentir plus en sécurité dans leur propre maison. 3 semaines plus tard, la détective Gomez a appelé pendant que je préparais le dîner et a demandé si elle pouvait passer nous donner des nouvelles de l'affaire. Elle est arrivée dans l'heure et s'est assise à notre table de cuisine, son carnet ouvert, nous disant que 2 autres filles du collège de Thomas s'étaient manifestées après avoir entendu parler de ce qui était arrivé à Chloé. Aucune des 2 filles ne voulait porter plainte, mais elles ont toutes les 2 décrit le même schéma, attraper trop fort, pousser contre les murs et acheter ensuite des cadeaux coûteux pour qu'elles se taisent. La détective a dit que leur déclaration aiderait à montrer au procureur que Thomas avait déjà fait cela auparavant et le ferait probablement à nouveau s'il ne faisait pas face à de réelles conséquences cette fois-ci. Le lendemain matin, nous avons reçu un appel du bureau du procureur de la République nous informant qu'ils allaient poursuivre Thomas pour de multiples accusations, notamment agression, complot en vue de commettre une agression sexuelle et possession de substances contrôlées avec intention de distribuer. Maître Julien Leclerc avait déjà engagé 3 avocats du cabinet le plus cher de la région, mais le procureur a déclaré que nos preuves étaient solides et qu'ils étaient confiants d'obtenir une condamnation. Chloé était assise à côté de moi pendant l'appel, et lorsqu'elle a entendu le procureur mentionner qu'elle pourrait devoir témoigner, tout son corps s'est tendu. Après que nous ayons raccroché, elle est restée silencieuse pendant un long moment avant de dire qu'elle voulait le faire parce que d'autres filles devaient savoir qu'elle pouvait aussi parler, et qu'elle ne laisserait plus Thomas la faire taire. Mon mari avait ses propres affaires juridiques à régler concernant le fait d'avoir attrapé le maillot de Thomas au collège et a rencontré un avocat qui a examiné toutes les preuves et a dit que, compte tenu du contexte où Thomas avait admis avoir planifié de droguer et d'agresser Chloé, aucun procureur raisonnable ne poursuivrait un père protégeant sa fille. L'avocat a envoyé une lettre à Maître Julien Leclerc disant que toute autre menace ou tentative d'action en justice serait considérée comme du harcèlement, et que nous engagerions nos propres poursuites s'il ne cessait pas immédiatement. Pendant ce temps, Léa avait commencé à voir une thérapeute pour enfants 2 fois par semaine pour travailler sur tout ce qu'elle avait vu et la culpabilité qu'elle ressentait d'avoir rasé la tête de Chloé, même si elle avait essayé de protéger sa sœur. La thérapeute nous a expliqué que Léa portait le poids de savoir l'abus depuis des mois et de se sentir impuissante à l'arrêter, c'est pourquoi elle avait pris une mesure aussi drastique lorsqu'elle a entendu parler du plan de Thomas pour la nuit du bal. Après quelques séances, la thérapeute a suggéré que nous examinions un programme de justice réparatrice où Léa pourrait réparer son geste de rasage de cheveux d'une manière saine qui l'aiderait à traiter ses sentiments. Léa a écrit une lettre de 3 pages à Chloé s'excusant d'avoir coupé ses cheveux, mais expliquant à quel point elle avait eu peur et qu'elle ne savait pas d'autre moyen de la garder en sécurité cette nuit-là. Elle a également commencé à faire du bénévolat au refuge local pour victimes de violences domestiques, aidant à trier les dons et à préparer des colis de soins pour les enfants qui devaient quitter leur domicile rapidement. 2 mois après le début des procédures judiciaires, Thomas a violé l'ordonnance de protection lorsque ses amis ont commencé à se présenter au collège de Chloé avec des messages de sa part disant qu'il lui manquait et qu'il voulait arranger les choses. La première fois que cela s'est produit, Chloé est rentrée chez elle en tremblant et m'a montré la note qu'un des coéquipiers de basketball de Thomas avait glissée dans son casier. Nous avons tout documenté et l'avons signalé à la détective Gomez, qui l'a ajouté au dossier et a averti Thomas que toute autre violation entraînerait une arrestation immédiate. Mais cela a continué avec différents amis laissant des notes dans ses livres ou essayant de lui parler dans le couloir pour lui donner une autre chance à Thomas. Chaque fois, nous photographions les preuves et déposions des rapports, créant une trace écrite qui montrait que Thomas ne pouvait pas respecter les limites même avec une ordonnance du tribunal en place. Pendant ce temps, Chloé a commencé à aller à un groupe de soutien à l'hôpital pour adolescents qui avaient été blessés par leurs petits amis ou petites amies. Pourquoi la détective Gomez trouve-t-elle toujours exactement ce dont ils ont besoin au bon moment? Des pilules sous le siège auto, 2 autres filles qui se manifestent, tout se met en place si bien que je me pose des questions sur le timing ici. Les premières réunions, elle restait juste assise en cercle et écoutait d'autres enfants raconter leurs histoires, mais finalement elle a commencé à parler de sa propre expérience. Elle a rencontré là-bas une fille dont l'ex-petite amie lui avait cassé le bras et une autre dont la petite amie l'enfermait dans les placards quand elle était en colère. Il comprenait tout ce que c'était que d'aimer quelqu'un qui vous faisait du mal et de se sentir incapable de le dire à quiconque parce qu'il ne comprendrait pas ou dirait que vous étiez dramatique. 6 mois après ce matin-là,
quand Léa a rasé la tête de Chloé, le procès pénal a finalement commencé au palais de justice du centre-ville. L'avocat de Thomas a essayé de le dépeindre comme un bon garçon d'une bonne famille qui avait commis des erreurs dans une relation, mais qui ne méritait pas que tout son avenir soit ruiné. Le procureur a présenté toutes les preuves, y compris les photos des ecchymoses de Chloé, l'enregistrement de Léa de Thomas planifiant de la droguer, les pilules trouvées dans sa voiture, et les déclarations des autres filles qui sont sorties avec lui. Quand il a été temps pour Chloé de témoigner, elle a porté la robe qu'elle était censée porter au bal de promo et a marché jusqu'à la barre des témoins la tête haute, même si je pouvais voir ses mains trembler. Elle a parlé clairement de la façon dont Thomas lui attrapait les bras assez fort pour laisser des marques et la poussait contre les murs quand il était en colère et lui frappait le ventre là où personne ne pouvait voir les ecchymoses. Elle a décrit avoir peur tout le temps et ne jamais savoir ce qui le déclencherait ou la ferait la blesser et comment il lui achetait ensuite des bijoux ou des fleurs et lui disait qu'il l'aimait trop pour se contrôler parfois. Le procureur a demandé à Chloé de descendre et a appelé Léa à la barre ensuite. Ma petite fille est montée là-haut dans sa plus belle robe, la rose avec des licornes dessus, et l'huissier a dû ajuster le microphone très bas pour elle. Elle a levé sa main droite et a promis de dire la vérité de cette voix sérieuse que les enfants utilisent quand ils savent que quelque chose est vraiment important. Le procureur a appuyé sur lecture sur le magnétophone de Léa, et toute la salle d'audience est devenue silencieuse alors que la voix de Thomas remplissait la pièce, parlant de faire boire Chloé et de mettre des choses dans sa boisson à la fête de Julien. J'ai regardé les visages des jurés changer en l'entendant rire de la façon dont ils s'assureraient qu'elle ne pourrait pas dire non cette fois-ci, et comment la mettre enceinte la verrouillerait avant l'université. Une femme âgée du jury a mis sa main sur sa bouche, et un autre homme a secoué la tête, l'air dégoûté. L'avocat de Thomas s'est levé en disant que l'enregistrement était illégal puisque Thomas ne savait pas qu'il était enregistré, mais le juge l'a interrompu. Elle a dit que Léa avait fait l'enregistrement dans sa propre maison où Thomas n'avait aucune attente de vie privée et que la preuve serait maintenue. Le visage de Thomas est devenu rouge vif et il a commencé à chuchoter frénétiquement à son avocat qui n'arrêtait pas de secouer la tête. Le procureur a demandé à Léa pourquoi elle avait enregistré Thomas et elle a expliqué de sa petite voix qu'elle avait vu les ecchymoses sur Chloé et voulait des preuves parce que les adultes ne croient pas toujours les enfants. 2 jours plus tard, mon mari a pris la barre et j'ai pu voir ses mains trembler alors qu'il s'asseyait. Il a raconté à la cour avoir trouvé les ecchymoses sur Chloé et avoir confronté Thomas au collège, admettant qu'il avait attrapé le maillot de Thomas, mais expliquant qu'il essayait de protéger sa fille. Le procureur a montré comment Thomas avait utilisé cet incident pour menacer et contrôler notre famille, ce qui n'était qu'une autre partie de son schéma de manipulation. L'avocat de Thomas a essayé de faire passer mon mari pour l'agresseur, mais le jury n'y a pas cru après tout ce qu'ils avaient entendu. Le 3e jour des témoignages, après avoir entendu la détective parler des drogues trouvées dans la voiture de Thomas et le témoignage de 2 autres filles qui étaient sorties avec lui, le jury est allé délibérer. Nous avons attendu dans le couloir pendant 4 heures, buvant du mauvais café de la machine distributrice, et sursautant chaque fois que la porte s'ouvrait. Quand ils nous ont rappelé, le chef du jury s'est levé et a lu coupable pour toutes les accusations majeures, y compris agression, complot en vue de commettre une agression sexuelle et possession de substances contrôlées. Le visage de Thomas est devenu blanc, et sa mère a commencé à pleurer pendant que son père, Julien, restait assis, la mâchoire serrée. 3 semaines plus tard, lors de la sentence, le juge a donné à Thomas 2 ans de détention juvénile. 3 ans de probation après cela, une thérapie obligatoire et une ordonnance restrictive permanente le tenant éloigné de Chloé. Maître Julien Leclerc nous a coincés sur le parking après, son visage rouge alors qu'il menaçait d'appel et de poursuites civiles, disant que nous avions ruiné l'avenir de son fils pour un drame relationnel adolescent. Mon mari s'est approché de lui et lui a dit d'une voix calme et froide que son fils était un prédateur qui avait finalement été pris. Et peut-être que si Julien avait été un meilleur père, rien de tout cela ne serait arrivé. Julien avait l'air de vouloir frapper mon mari. Mais il y avait des policiers partout, alors il est juste monté dans sa Mercedes et est parti. Avec Thomas enfermé, quelque chose a changé chez Chloé presque immédiatement. Elle a recommencé à dormir toute la nuit et a cessé de sursauter quand les portes claquaient. Elle a décidé qu'elle voulait aider d'autres filles à reconnaître les signes avant-coureurs de la maltraitance et a commencé à travailler avec la conseillère d'orientation du collège pour planifier des assemblées où elle pourrait partager son histoire. La première fois qu'elle a parlé devant toute la classe de première.
Sa voix tremblait, mais elle a continué, expliquant comment Thomas l'avait isolée de ses amis et lui avait fait croire que la maltraitance était de sa faute. Après sa présentation, 3 filles sont venues la voir en privé pour demander de l'aide pour leur propre situation. Le conseil d'administration du collège a convoqué une réunion spéciale après notre affaire et a fait venir des experts en violence dans les relations adolescentes pour former tous les enseignants et le personnel. Ils ont créé de nouveaux protocoles pour signaler les abus suspectés et ont commencé à enseigner des cours sur les relations saines en éducation sanitaire. Le proviseur nous a dit qu'il n'avait aucune idée de l'ampleur de ce problème avant que l'affaire de Chloé ne leur ouvre les yeux. Pendant ce temps, les cheveux de Chloé ont recommencé à pousser en petites mèches douces qu'elle caressait constamment. Elle a d'abord essayé différents chapeaux et foulards, puis a décidé qu'elle aimait le look super court et l'a gardé tondue pendant un certain temps. Elle m'a dit que les cheveux courts lui rappelaient que Léa l'aimait assez pour faire quelque chose de drastique pour la sauver et qu'elle était assez forte pour survivre à tout. Léa a canalisé toute cette énergie protectrice en action positive, faisant du bénévolat avec nous lors d'événements de sensibilisation à la violence domestique et aidant à préparer des colis de soins pour le refuge pour femmes. Elle a décoré chaque colis avec ses dessins et a écrit des notes disant des choses comme « Tu es courageuse et tu mérites d'être en sécurité ». La coordinatrice du refuge a dit que les colis de Léa faisaient toujours sourire les femmes, même lors de leurs pires jours. Mon mari a commencé à quitter le travail plus tôt le jeudi pour être à la maison quand les filles rentraient du collège. Quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant en 15 ans de mariage. Nous nous asseyons à la table de la cuisine avec des biscuits et du lait pendant qu'elles faisaient leurs devoirs, posant des questions sur leur journée et écoutant vraiment les réponses au lieu de juste faire semblant. Chaque dimanche soir, nous avions des réunions de famille où chacun pouvait évoquer tout ce dont il voulait parler sans jugement. Chloé a commencé à s'ouvrir sur de petites choses au début, comme se sentir anxieuse à propos d'un examen ou frustrée par une amie, puis des choses plus importantes sur le fait d'apprendre à faire confiance à son propre jugement à nouveau. Léa partageait ses dessins de l'art-thérapie et expliquait ce que les couleurs signifiaient concernant ses sentiments cette semaine-là. 6 mois se sont écoulés plus vite que prévu, remplis de rendez-vous chez le thérapeute et de dates d'audience et reconstruisant lentement une vie normale. Nos dîners de famille sont redevenus plus bruyants avec de vrais rires au lieu du silence tendu que nous avions quand Thomas était là. Chloé a rejoint l'équipe de débat et a commencé à gagner des compétitions, trouvant sa voie de plusieurs manières. Léa a appris à tricoter et a fait des écharpes pour tout le monde au refuge pour femmes pour Noël. Le groupe de soutien à l'hôpital est devenu l'espace sûr de Chloé où elle a rencontré d'autres survivantes qui comprenaient ce qu'elle avait traversé. Il y avait ce garçon nommé Eric dont l'ex-petite amie l'avait harcelé pendant des mois, et lui et Chloé ont commencé à parler après les réunions de limites et de signaux d'alarme. Il n'a jamais forcé quoi que ce soit de plus que de l'amitié au début, il écoutait juste quand elle avait besoin de parler et la faisait rire avec de terribles blagues sur leur devoir de thérapie commun. Quand il lui a finalement demandé d'aller voir un film 3 mois après leur rencontre, il lui a donné 3 stratégies de sortie différentes au cas où elle se sentirait mal à l'aise et lui a dit que sa mère les chercherait si elle voulait partir tôt. Ils ont pris les choses tellement lentement que leur premier baiser n'a eu lieu que 2 mois après le début de leur relation, et Eric a demandé la permission d'abord. Léa a été nominée pour un prix de citoyenneté au collège pour avoir organisé toute une campagne sur la reconnaissance des signes avant-coureurs de la maltraitance après ce qui était arrivé à Chloé. Elle a fait des affiches avec des messages simples que même les enfants de primaire pouvaient comprendre et a obtenu l'approbation du proviseur pour des assemblées adaptées à l'âge pour chaque niveau scolaire. Le jour où elle a remporté le prix, elle a porté sa plus belle robe et a prononcé un discours sur la façon dont protéger les gens que l'on aime signifie parler même quand c'est effrayant. La détective Gomez nous appelait toutes les quelques semaines pour des mises à jour, commençant toujours par demander comment allaient les filles avant de passer aux affaires juridiques. Elle nous a dit que Thomas s'était battu 3 fois au cours de son premier mois au centre de détention, attaquant des enfants plus petits, tout comme il l'avait fait avec Chloé. Ils l'ont transféré dans une unité de sécurité plus élevée après qu'il ait cassé le nez d'un autre enfant, et sa date de libération a été repoussée de 6 mois supplémentaires pour comportement violent. Son père a essayé de faire appel de la condamnation 2 fois, mais le juge a rejeté les 2 fois, surtout après avoir vu que le dossier de détention de Thomas prouvait que le schéma de violence était réel. Le jour de la remise des diplômes de Chloé est arrivé avec un temps parfait et ses cheveux avaient repoussé en une jolie coupe pixie qu'elle avait appris à coiffer avec de petites barrettes.
Elle a traversé cette scène en tant que major de promotion sous les acclamations énormes de notre section où même le groupe d'art-thérapie de Léa était venu la soutenir. Thomas se battant avec des enfants plus petits en détention prouve vraiment que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre pourri de l'arrogance. Je suppose que ces cours de gestion de la colère ne sont pas encore au programme à l'académie préparatoire pour jeunes délinquants. Son discours parlait de trouver la force dans des endroits inattendus et d'apprendre que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Elle a remercié Léa par son nom d'avoir sauvé sa vie. Et j'ai vu ma plus jeune fille pleurer des larmes de joie pour la première fois depuis le début de tout cela. Les lettres d'acceptation des universités arrivaient depuis des semaines. Et Chloé a choisi une école à 3 heures de route, assez loin pour être indépendante, mais assez proche pour rentrer à la maison quand elle en avait besoin. Elle s'est inscrite à un cours d'autodéfense cet été-là et a convaincu Eric de le prendre avec elle. Tous deux apprenant à se protéger de manière saine. Nous sommes allés faire les magasins pour le dortoir ensemble, et elle a choisi des couleurs vives au lieu des choses sombres qu'elle avait portées pendant les mois avec Thomas. Elle a mis une photo de notre famille sur son bureau, y compris une d'elle et Léa après le procès, où elles riaient toutes les deux de quelque chose sur le téléphone de Léa. La nuit avant son départ pour l'université, Chloé s'est glissée dans le lit de Léa comme elle le faisait quand elles étaient petites. Je les ai trouvées le lendemain matin enchevêtrées ensemble. Le bras de Léa jeté de manière protectrice sur sa grande sœur même dans son sommeil. Alors que nous chargions la voiture, Chloé a serré Léa dans ses bras et lui a murmuré quelque chose qui les a fait pleurer et rire en même temps. En repensant à tout ce qui s'était passé depuis ce matin-là, quand Léa avait rasé la tête de sa sœur, j'ai réalisé que cet acte d'amour désespéré avait sauvé Chloé de quelque chose de bien pire que de manquer le bal de promo. Notre famille a appris que se protéger mutuellement signifie parfois faire des choses difficiles qui semblent folles sur le moment, mais qui s'avèrent être exactement ce qui devait arriver. Merci d'avoir passé du temps et de vous être posé toutes ces questions avec moi aujourd'hui. C'est toujours intéressant de voir où la curiosité nous mène. À la prochaine. Et, aimez la vidéo.